Docteur Meir Matzri, bonjour Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Alors nous allons, en ce début de journée électorale en Israël, essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe, ce qui va se passer ici aujourd'hui durant cette journée, pour essayer de mieux comprendre un peu comment nos voisins arabes approchent cette consultation électorale. Quel est leur positionnement? Est-ce que ça les intéresse véritablement? Ou finalement, ils sont aussi indifférents que certaines parties de la population israélienne à ce scrutin? Alors, tout d'abord, on constate qu'il y a de plus en plus d'hétérogénéité au sein de l'environnement arabophone d'Israël, je dirais plutôt arabophone qu'arabe, parce qu'il y a plusieurs groupes dans la région qui sont arabophones, qui suivent les médias arabophones, qui sont parfaitement intégrés au monde arabophone, mais qui ne sont pas arabes et qui ne se définissent pas comme des arabes. Je pense notamment aux Kurdes d'Irak, par exemple, qui font partie intégrante de l'Irak, qui sont une composante majeure au sein de l'Irak, et qui ne se définissent pas comme des Arabes. Ça, c'est la première différence. Puis la deuxième, il y a un groupe qui est en train de se constituer parmi nos voisins, un groupe de sympathisants d'Israël. On le voit à travers les réseaux sociaux, on le voit à travers, par exemple, les différentes pages du ministère des Affaires étrangères d'Israël en langue arabe. D'ailleurs, il y a une page qui a été créée destinée exclusivement aux Irakiens. Les pages du bureau du Premier ministre, du gouvernement, etc., et ainsi qu'un certain nombre de chaînes israéliennes en langue arabe. Je pense notamment à Cannes en arabe, Cannes 33, je pense également à I24 en arabe, et à d'autres supports qui sont très suivis par des populations arabophones du Moyen-Orient qui sont parfois pro-israéliennes et parfois très intéressées par ce qui se passe en Israël. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir ce suivi et cette volonté, cette soif de connaissance pour tout ce qui concerne Israël et tout ce qui s'y déroule. Maintenant, pour ce qui concerne le monde arabe dans le sens le plus large, c'est-à-dire incluant, bien entendu, les grandes chaînes de télévision, Al Arabiya, Al Jazeera, et là, on voit qu'il y a aussi de plus en plus de suivi. J'ai moi-même été approché par à peu près toutes les grandes chaînes en Israël qui ont tous des bureaux à Jérusalem, rue Yafo. Je veux dire, je connais pas une seule chaîne, y compris les chaînes les plus hostiles à Israël, ont des représentants ici. Et elles vont suivre de près cette journée électorale, les résultats. Et elles suivent de près la journée électorale, interviewent des personnalités israéliennes qui sont parfois aussi des personnalités considérées comme de droite ou même comme très à droite. Donc cette ouverture qui est propre à notre époque de démocratisation des moyens d'information et de communication, est tout à fait formidable, et je pense que tout cela va dans l'intérêt d'Israël et de son intégration dans le spectre régional. C'est nouveau, ou alors c'est nouveau cette fois-ci, c'est le résultat peut-être justement de ce rapprochement qui existe entre Israël et certains pays modérés, comme on dit, ou alors il y a toujours eu un intérêt particulier de la part des médias arabes pour ce qui se passe en Israël au moment des élections? Non, je pense que c'est nouveau. Vous savez, je suis de très près les élections en Israël depuis très longtemps. C'est assez nouveau pour plusieurs raisons. La première, c'est que, tout simplement parce que le monde est en train de changer de visage. Il y a de plus en plus aujourd'hui de gens qui ont Internet, des gens qui ont des chaînes satellitaires qui échappent donc au pouvoir local. Par le passé, c'était beaucoup plus difficile, tout d'abord parce que les gens étaient beaucoup moins informés, les moyens d'information n'étaient pas comme aujourd'hui, chaque pays se contentait de ses propres chaînes locales, et puis deuxièmement parce qu'il y avait toujours une volonté de la part du pouvoir en place, quel que soit le pays voisin d'Israël, de ne pas trop montrer ce qui se passe en Israël, parce que bon, après tout, Israël c'est quand même un pays démocratique, libre, au sein d'un environnement très fermé, et ça pourrait donner de mauvaises idées à certains. Alors, bien sûr, vous allez avoir certaines tendances qui vont chercher à mettre le focus sur les affaires de corruption du Premier ministre. Comment se fait-il qu'un Premier ministre accusé de corruption puisse, etc. Donc, ça voudrait dire que le système israélien n'est pas si
si bon que cela, mais c'est quand même une minorité. Je veux dire, globalement, je pense qu'il y a un traitement de l'actualité israélienne qui est de plus en plus, ce qui est important ici, c'est la tendance, c'est la tendance qui est croissante, de plus en plus professionnelle et de plus en plus réelle. Vous parliez de tendance à l'instant. Est-ce qu'on peut déceler à travers la couverture médiatique des pays arabes voisins une forme de préférence pour tel ou tel candidat en Israël ? Est-ce que, parlons clairement, est-ce que Binyamin Netanyahou est plus populaire que Benny Gantz ? Je vais vous surprendre. Alors encore une fois, ça dépend des pays arabes, parce que il y a plusieurs tendances dans le monde arabe, et puis il y a des pays arabes qui s'intéressent plus à Israël que d'autres. Par exemple, vous savez, j'ai des chiffres extrêmement précis de la part du bureau médiatique, par exemple du bureau du Premier ministre. On dit que 33% environ des internautes qui se connectent sur les pages du Premier ministre et sur les pages du gouvernement, en arabe bien sûr, sont d'Irak, en provenance d'Irak. Oui. Et ce ne sont pas que des Kurdes, ce sont parce que les Kurdes sont de moins en moins arabophones, notamment la jeune génération qui a grandi dans la région autonome du Kurdistan irakien, et ils n'apprennent plus l'arabe dans les écoles comme auparavant, donc ce sont plus des Arabes irakiens. C'est assez impressionnant que l'Irak constitue le tiers des internautes, alors que l'Irak, objectivement, ne constitue que 10% du monde arabophone. Ça, c'est premièrement. Maintenant, la préférence. Donc, je dirais que globalement, et là, je vais peut-être vous surprendre, il y a une préférence pour Netanyahou pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il y a une aversion dans le monde arabe aujourd'hui pour les militaires, et notamment les militaires en politique. Et l'idée d'avoir un groupe de militaires, même si chez nous ça se passe de façon tout à fait démocratique, et ce sont des gens qui ont quitté l'armée plusieurs années avant de s'engager en politique, mais il y a quand même, si vous voulez, cette crainte de voir des militaires arriver au pouvoir, notamment lorsqu'il s'agit de 3 anciens chefs d'état-major et avec un soutien massif de la part de personnalités d'origine militaire. Deuxième chose, et ça je ne vous cache pas, qu'il y a toujours une admiration du personnage qui est au pouvoir depuis longtemps, combatif, qui cherche à s'imposer, qui est connu. L'idée aussi qu'en Israël, il y a une adresse, on sait à qui s'adresser. Ça plaît aussi beaucoup dans les pays arabes. Ce sont des pays qui sont souvent, à l'exception peut-être de l'Irak et de certains groupes au sein du Liban, c'est quand même avant tout un monde plutôt autoritaire. Et donc, on aime bien savoir qui exactement tient les rênes du pouvoir. Et puis, quand on est habitué à quelqu'un, il y a une sympathie qui se crée à travers les années. Et là, je pense notamment aux pays du Golfe, les pays du Golfe qui constituent aujourd'hui l'essentiel des médias arabes. Oui. Je pense à Al Jazeera du Qatar, à l'Arabia des Émirats arabes unis d'Arabie saoudite, et à d'autres chaînes d'information qui sont les plus importantes au sein du monde arabe, qui sont vues partout, de l'Irak jusqu'au Maroc, et qui sont bien entendu présentes à Jérusalem, avec des correspondants réguliers. Oui. Et donc, on peut dire que quelque part, il y a donc cet intérêt de la part des pays du Golfe en particulier. Et je voulais vous demander, est-ce que on s'intéresse en particulier au statut des Arabes israéliens, ceux qui sont appelés à voter, ceux qui sont arabes et qui sont appelés à voter aujourd'hui. Est-ce que on s'intéresse en particulier, est-ce qu'on les encourage à voter, on les encourage à s'abstenir? Est-ce qu'il y a aussi des pressions de ce côté-là? Parce qu'on a vu par exemple que Mahmoud Abbas était toujours très impliqué, donnait son avis aux Arabes israéliens, s'il fallait voter, pour qui voter, etc. Est-ce que c'est le même genre de réaction de la part de certains régimes arabes voisins? Alors, les régimes, je ne sais pas, mais je vais parler des populations. Je pense que c'est un sujet parmi les sujets les moins connus en réalité, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans le monde arabe au sujet des Arabes israéliens. Confusion entre Arabes israéliens et Arabes des territoires, d'une part, et d'autre part, et bon, ça va peut-être vous paraître un petit peu étrange, confusion aussi entre les Arabes israéliens et les Juifs d'origine des pays arabes. Il y a souvent une confusion faite. Lorsqu'on parle des Arabes israéliens, souvent ils disent, vous savez, les Arabes israéliens, musulmans et chrétiens, ça veut dire ils font la distinction entre, ils considèrent souvent comme les groupes juifs orientaux en Israël comme des groupes souvent appelés arabes dans les médias arabes. Donc il y a plusieurs distinctions qui sont faites et souvent on a des confusions dans ce sens-là.
Mais n'oubliez pas quand même deux choses. Premièrement, que les Arabes en Israël sont considérés quand même comme des groupes qui sont très à gauche, parce que très souvent affiliés à des partis communistes ou à des tendances qui sont traditionnellement minoritaires au sein du monde arabe, majoritaires parmi les Arabes israéliens, mais minoritaires au sein du monde arabe. Donc ce n'est pas la tendance commune. Et puis, deuxièmement, puisque vous avez évoqué la question du président Abbas, je signalerai quand même que le président Abbas est beaucoup plus modéré que les députés arabes à la Knesset globalement. Par exemple, Mahmoud Abbas avait assisté aux funérailles de l'ancien président Shimon Peres, lesquels avaient été boycottés par tous les députés arabes israéliens. Pardon, lorsqu'on je parle des Arabes israéliens, je parle de la liste unifiée, la liste arabe unifiée, parce qu'il y a des députés arabes tout à fait responsables dans tous les partis, dans d'autres partis, dans le Parti travailliste, le Likoud, Meretz, Israël Beitenu, etc. Mais là, je parle pas de ces personnalités-là, je parle de la liste en réalité arabe unifiée la liste unifiée, on devrait l'appeler, c'est son nom, on l'appelle médiatiquement arabe unifiée parce qu'elle est à majorité arabe. Il y a toujours un membre juif à l'intérieur parmi les 12 ou 13 les 12 membres de cette liste lors par exemple de la 20e Knesset, et on a vu que cette liste a boycotté les funérailles de Shimon Peres et avait des prises de position très hostiles à Israël, beaucoup plus hostiles par exemple au règlement pacifique que la position officielle de l'autorité palestinienne et de plusieurs dirigeants dans la région. Je pense à l'Égypte, je pense à la Jordanie. Il y a également une tendance au sein de cette liste arabe unifiée à dénigrer, à prendre des positions extrêmement hostiles au pouvoir égyptien de Sisi, à soutenir l'ancien président Morsi et le mouvement des frères musulmans, même s'ils sont considérés comme même s'il y a au sein de cette liste le parti communiste qui sont donc plutôt athées, plutôt anti-islamistes, mais on voit quand même qu'il y a toujours cette hostilité au pouvoir en place en Égypte et en Jordanie, bien entendu sur fond de rejet de la normalisation avec Israël. Et c'est là en réalité le grand paradoxe, parce ce sont des députés quand même israéliens qui ont prêté serment devant le drapeau d'Israël. Donc pour résumer, on peut dire que effectivement ce soir, au moment des résultats, en tout cas des premières estimations, eh bien, on peut dire qu'une partie du monde arabe, en particulier ceux qui se sont rapprochés donc de l'État d'Israël ces dernières années, les pays du Golfe en particulier, eh bien pourraient être rivés devant leur télévision pour connaître au moins les résultats, savoir si Netanyahou reste Premier ministre ou c'est Benny Gantz qui est élu. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une tendance croissante, d'autant plus que c'est la deuxième élection en 2019. Donc le public arabe est déjà informé des enjeux et des différents clivages que connaît la société israélienne et la classe politique israélienne. C'est une sorte de rattrapage, de moelle comme on dit, pour nous, mais aussi pour le monde arabe qui est donc a beaucoup moins d'efforts à faire, et il leur suffit de suivre les résultats ce soir comme nous tous en Israël. Eh bien, merci beaucoup, docteur Amir Masri, de nous avoir éclairé sur ce sujet intéressant. L'intérêt du monde arabe pour ces élections législatives en Israël. Bonne journée fériée, chômée ici en Israël, et à bientôt. Merci. Et surtout, allez voter surtout. Voilà, et allez voter, voilà. On peut le répéter, allez voter. Merci beaucoup, avec plaisir. Masri, shalom.